Salut les auditrices et les auditeurs, c'est Greg, je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast, un épisode un petit peu particulier aujourd'hui parce que c'est le retour des vacances, mais en ce moment Hermano est en vacances, donc du coup pas d'enregistrement avec Hermano dans ce podcast, mais pour autant on voulait pas vous laisser sans un épisode comme d'habitude planifié une fois toutes les 2 semaines. On est en train de planifier la suite de cette 3e saison à partir de la rentrée. On a plusieurs épisodes qui sont planifiés avec des invités, mais voilà, au niveau du timing, il n'était pas possible de diffuser un de ces épisodes-là pour l'instant, donc un petit épisode spécial où je ne serai pas tout seul derrière le micro, puisque j'ai invité en tout cas certains des followers du compte Instagram de nakan.ch à participer à cet épisode sous forme de questions par rapport à la recherche d'une montre GPS de sport. Parce que c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent, on parle souvent de mesures, d'analyse dans le podcast, mais tout ça part de la mesure d'une montre. Et puis, vous avez beaucoup de questions qui reviennent notamment par les réseaux sociaux de nakan.ch et par les formulaires de contact et autres qu'il y a sur le site. C'est tout simplement de savoir quelles sont les questions que vous vous posez avant de choisir une montre GPS et puis comment est-ce qu'on peut répondre à ces différentes questions pour faire le meilleur choix quand il s'agit de choisir sa montre GPS. Donc, j'ai collecté plusieurs de questions, commentaires à travers les questions que vous avez pu poser sur Instagram, et puis on va y répondre. Alors, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, donc j'ai regroupé tout ça dans 5 catégories qu'on va disséquer maintenant. Donc la première catégorie, c'est le prix et la stratégie des marques vis-à-vis de l'entrée de gamme, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur le budget qu'on veut investir sur une montre, et puis quel est le meilleur rapport qualité-prix. Donc là, il y a plusieurs considérations à aborder quand il s'agit de choisir une montre, et puis qu'on a un budget limité et qu'on veut un maximum de fonctionnalités. La deuxième partie, c'est les plateformes logicielles, parce qu'on le dit et on le répète, et on en a parlé dans les épisodes dont on a eu l'occasion de discuter par rapport à Nolio, par rapport à Training Peaks, par rapport à d'autres technologies en ligne. Aujourd'hui, quand on choisit une montre cardio GPS, eh bien, on fait le choix d'une plateforme logicielle, forcément avec qui lui est liée, puisque la plupart des marques, la quasi-totalité des marques, eh bien, lient leur appareil à leur plateforme logicielle. Donc, si vous choisissez une montre Garmin, eh bien, en même temps, par défaut, vous choisissez Garmin Connect comme plateforme d'entraînement, et ainsi de suite avec toutes les marques. Donc, on va discuter un petit peu des différences qu'il y a au niveau de la plateforme logicielle qui est fournie avec ces montres. Ensuite, dans une 3e partie de cet épisode, on va parler de la cartographie qui est de plus en plus intégrée aux montres, mais est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il y a des différentes implémentations des différents fabricants? Est-ce que on en a vraiment tout le temps besoin? Est-ce que ça doit être un critère de choix? Ensuite, dans la 4e partie, on va parler de sport d'ultra-endurance et puis de montres, en tout cas des qualités d'une montre à choisir quand on fait soit de l'ultra-trail, soit des très longues distances à vélo ou en Ironman ou sur d'autres types de triathlon. Et puis enfin, on terminera l'épisode avec une question qui revient de manière récurrente, parce que c'est vrai que dans les questions qui ont été posées sur Instagram, c'est revenu souvent. Quand est-ce que la Fenix 7 va sortir et est-ce qu'il faut l'attendre? Donc, plus génériquement, est-ce qu'il faut attendre le prochain modèle? Quand est-ce que c'est le moment optimal d'acheter une montre sans risquer de voir un modèle supérieur qui va sortir juste après? Donc ça, c'est les 5 points dont on va parler dans cet épisode. Donc la première partie, on va aborder la stratégie de placement des prix et des gammes de montres qui sont proposées par les différentes marques, parce que c'est une question qui revient assez fréquemment, et notamment dans les questions que vous avez posées sur la story Instagram, notamment Manu qui pose la question: pour 350 € max, quelle est la meilleure montre au rapport qualité-prix? Une question un peu identique de Aurel qui demande quelle montre chez Garmin choisir pour moins de 300 €. Alors, on va peut-être regarder un petit peu comment s'y prennent les marques pour le positionnement tarifaire
de leur modèle. Et puis il y a quelque chose qui est intéressant à voir chez Garmin, parce que Garmin c'est le leader quand même de ce marché de la montre GPS, et puis eux ils ont une tarification qui commence assez bas, hein, avec des modèles d'entrée de gamme, notamment maintenant la Forerunner 55, donc vraiment une montre de course à pied assez basique. Et puis ensuite on monte en gamme avec la Forerunner 245 qui peut intégrer de la musique mais qui est toujours une montre très axée course à pied, la montre 645 qui commence à devenir un petit peu plus multisport, elle a un altimètre barométrique mais quand même toujours assez axée pour la course à pied. Et puis ensuite, hors modèle très spécifique, hein, on retrouve les gammes plus haut de gamme, là où Garmin vraiment multiplie les modèles. On a les Forerunner 745, 945, la série Phoenix, donc tout ça c'est des modèles haut de gamme qui sont des modèles multisports. Et puis quand on s'intéresse à du rapport qualité-prix chez Garmin, eh bien, on se rend compte que si on veut de la fonctionnalité multisport et puis avoir un panel de fonctionnalités assez intéressantes sur cette marque, eh bien, il est quand même nécessaire de mettre un certain montant parce que la Forerunner 55, elle ne couvrira clairement pas forcément tous les besoins de tout le monde. Donc, on peut imaginer que la stratégie de chez Garmin, c'est vraiment d'avoir un entrée de gamme, la Forerunner 55 par exemple en ce moment, et puis d'attirer des nouveaux clients avec cette entrée de gamme et ces montres qui sont accessibles mais qui fournissent un niveau fonctionnel restreint, et puis ensuite d'essayer de conserver ces clients-là et puis de les faire monter en gamme. Donc cette stratégie, elle s'inscrit aussi, et là on va déborder déjà un tout petit peu sur la deuxième partie de l'épisode, c'est par rapport à la plateforme logicielle, parce qu'on le sait, on en a déjà discuté. Une fois qu'on a commencé à intégrer de la donnée avec une montre Garmin, on va alimenter plein d'algorithmes et plein d'historiques dans la plateforme Garmin Connect. Et puis, plus on va alimenter, plus on aura des données dans cette plateforme, plus ce sera difficile de se dire « bon, je laisse tout tomber, je recommence dans une autre plateforme » parce qu'on commencera à avoir des données intéressantes, on pourra faire un suivi sur plusieurs mois, sur plusieurs années de sa pratique sportive. Et quand on va arriver un petit peu aux limites de fonctionnement de sa Forerunner 55 d'entrée de gamme, eh bien, on va se dire maintenant j'aimerais un modèle supérieur, et forcément on sera beaucoup plus tenté de rester chez Garmin grâce à cette plateforme logicielle qui a déjà commencé à accumuler de la donnée. Donc la stratégie de Garmin, elle est à mon avis celle-ci. C'est vraiment d'offrir de l'entrée de gamme avec cette perspective d'essayer de faire un nouveau client et puis de le fidéliser. Mais l'entrée de gamme chez Garmin, à mon sens, elle n'est pas forcément très intéressante pour un client existant qui aimerait une montre au meilleur rapport qualité-prix. Et là, pour vraiment accéder à une montre qui possède toutes les fonctionnalités et un large panel de fonctionnalités disponibles chez Garmin, la moins chère, entre guillemets, ce serait la Forerunner 745 qui représente déjà un certain budget. On est au-delà des budgets qui sont posés par les deux lecteurs du site. Donc on est au-delà de 350 € pour cette montre-là. Donc bien évidemment que le choix de la montre va dépendre de ce qu'on en attend, des fonctionnalités qu'on attend de cette montre. La 245 va très probablement convenir à beaucoup de coureurs à pied qui cherchent une montre simple, efficace, qui va pouvoir suivre leurs activités de course à pied dans les détails et puis offrir des fonctionnalités peut-être un peu plus limitées mais qui vont quand même permettre de suivre une activité de cyclisme ou de natation en piscine sans avoir besoin d'autres fonctionnalités liées à cette montre et dans d'autres disciplines sportives. Donc dans ce cas, la Forerunner 245 peut être... on va encore laisser ça dans l'entrée de gamme chez Garmin, peut être une possibilité à un tarif intéressant pour avoir une montre qui correspond à la plupart des besoins d'un coureur à pied sur route qui fait pas forcément de l'ultra long parce que la 245 a pas forcément non plus une autonomie gigantesque, mais qui suffit dans la plupart des cas quand on s'entraîne pour des distances allant jusqu'au marathon. Et donc du coup à ce moment-là pas de problème avec cette montre. Mais si on cherche un modèle multisport et qu'on cherche vraiment quelque chose de très très fort au niveau rapport qualité-prix, c'est pas forcément chez Garmin qu'on va aller. Sachant aussi qu'il y a un autre paramètre, et là on va parler un petit peu maintenant des autres marques, c'est que dans l'entrée de gamme chez Garmin, il y a pas forcément une durée de vie au niveau des mises à jour logicielles et d'apport de nouvelles fonctionnalités qui est très très grande sur les modèles. C'est un petit peu mieux sur des modèles comme la Phoenix, la Phoenix 6 notamment, a beaucoup évolué au cours des 2 dernières années, mais ça c'est probablement aussi un petit biais lié au Covid,
parce que le modèle suivant aurait dû sortir, à mon avis, ce printemps, mais Garmin a tout retardé d'une année à cause du Covid, de la difficulté à s'approvisionner en composants électroniques, etc. Mais sinon, c'est une montre qui va vivre à peu près pendant 1 année et demie, 2 ans grand maximum. Et puis ensuite, on va passer au prochain modèle et les évolutions vont devenir plus faibles sur ce haut de gamme. Et sur de l'entrée de gamme, donc sur du Forerunner 55 ou Forerunner 245 par exemple, la fonctionnalité, le niveau fonctionnel au moment où la montre sort, il n'évolue quasiment plus. Il y a quelques correctifs logiciels qui sont publiés, mais c'est rarement pour apporter des nouvelles fonctions, c'est juste vraiment pour stabiliser le logiciel de la montre si il y en a besoin. Donc maintenant qu'on a une bonne idée de ce qui se passe chez Garmin, en perspective, on peut prendre d'autres marques. Alors l'évolutivité du logiciel, si on prend par exemple Polar, qui est un exemple ces dernières années de logiciels qui évoluent peu, là c'est clair que tous les modèles de chez Polar, au moment où ils sortent, où ils sont annoncés, ils ont un niveau fonctionnel qui évolue très très peu. C'est vraiment la stratégie de la marque. Alors souvent ça fait le bad buzz sur les réseaux sociaux quand il y a un modèle qui sort avec des fonctionnalités supplémentaires seulement quelques mois après. Mais Polar a peu l'habitude de faire évoluer le niveau fonctionnel de ses montres lorsque la montre est sortie. Et puis c'est un petit peu dommage parce que c'est pas vraiment la tendance du marché. Et donc du coup, ça peut décourager certains acheteurs de savoir qu'au moment où on achète une montre, elle a peu de possibilités d'évolution. Chez Suunto, il y a un apport logiciel qui est fait plus régulièrement. On voit maintenant la Suunto 9 très récemment qui a récupéré encore des nouvelles fonctionnalités liées à la sortie de la Suunto 9 Peak, mais tous les modèles Suunto précédents ont été mis à jour également. Et l'exemple maintenant sur le marché de montres qui continuent à évoluer longtemps après leur sortie, c'est Coros. Coros, il y a beaucoup de questions en ce moment qui sont revenues par rapport au monde de Coros. C'est aussi probablement lié à l'actualité parce qu'ils ont sorti un nouveau modèle haut de gamme récemment. Mais Coros, il continue à faire évoluer des modèles qui sont sortis il y a 2-3 ans, peut-être même 4 ans. Si on prend la Pace, elle aura 4 ans au printemps de l'année prochaine. Elle continue à évoluer. Alors maintenant, on est vraiment arrivé aux limites de ce qui est possible techniquement de faire au niveau de l'évolution du logiciel, mais Coros essaye toujours de faire évoluer ses montres et même les modèles d'entrée de gamme. Donc, il y a vraiment cet aspect-là à prendre en compte quand on choisit une montre avec un rapport qualité-prix qui est limité par un budget. C'est tout simplement de regarder un petit peu aussi ce côté évolutif. Et en ce moment, c'est vraiment Coros qui mène le bal en continuant à maintenir ces montres très très longtemps après leur sortie. Donc sur cette première partie qui concerne vraiment l'évolution rapport qualité-prix des montres, moi j'aurais tendance à pas forcément aller dans l'entrée de gamme chez Garmin. Si on veut aller chez Garmin, il faut ouvrir le porte-monnaie. C'est un petit peu leur stratégie parce qu'il y a des limitations sur les modèles d'entrée de gamme, il y a des versions de Connect IQ qui évoluent pas forcément, il y a des limitations au niveau de la mémoire qui est embarquée dans les montres, il y a de la limitation au niveau logiciel, au niveau du nombre de profils sportifs, au niveau de la navigation qui est possible sur la montre. Il y a plein de petites limitations logicielles qui font que quand vous choisissez une montre Garmin d'entrée de gamme, il y aura probablement, si vous êtes un utilisateur assidu de ces appareils, une petite frustration sur telle ou telle fonction, et puis l'absence de telle ou telle fonction qui rendra l'utilisation un petit peu moins fluide et intéressante que sur d'autres modèles. Donc si on veut prendre un modèle Garmin qui contient les fonctions, à 300-350 €, il y aura malheureusement pas grand chose. Sinon, regardez sur des modèles sortis il y a quelques années, dont on sait qu'ils évolueront plus, mais qu'on trouve à des prix plus intéressants. Mais en général, les montres Garmin haut de gamme, donc même les Forerunner 935 ou les Fenix 5 Plus, elles décotent assez lentement. Donc c'est aussi... il faut attendre un certain temps avant de les voir passer sous la barre des 350 €, ces montres-là. Et puis, quand elles le font, elles commencent vraiment à dater. Et puis, on se pose quand même la question de savoir s'il est toujours intéressant de les choisir. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que si on ne veut pas débourser plus que le montant d'une Forerunner 745 chez Garmin,
il vaut vraiment mieux regarder ce qui se passe ailleurs. Et actuellement, vraiment, rapport qualité-prix, je pense que sur le marché, une Coros Apex, c'est probablement ce qu'il y a de mieux si on veut vraiment un panel de fonctionnalités pour faire de l'outdoor. Et si c'est pour une montre multisport de triathlon, la Coros PS2 est juste imbattable en termes de rapport qualité-prix. C'est vraiment la montre que j'aurais tendance à privilégier un maximum. Peut-être pas pour les trailers qui ont besoin de plus de données, mais même pour un trail basique, ça fonctionne, ça fait le job, même s'il n'y a pas de profil de trail spécifique. Il y a un altimètre barométrique et puis un profil de course à pied, donc ça fera le boulot. Mais voilà, entre PS2 et Apex, on est sur le rapport qualité-prix en entrée de gamme, qui est vraiment, à mon avis, le meilleur du marché. On en arrive donc à la partie numéro 2 de cet épisode, et puis là on va parler des plateformes logicielles. Je le disais en introduction, quand on choisit une montre, eh bien on choisit de facto avec cette montre la plateforme logicielle qui l'accompagne. Donc on va résumer tout ça un peu rapidement, mais en gros, si on choisit une montre Suunto, c'est la Suunto App désormais, qui est la référence logicielle fournie avec. Si on choisit une montre Polar, c'est Polar Flow. Si on choisit une montre Coros, eh bien c'est l'application Coros sur mobile. Et puis si on choisit une montre Garmin, c'est l'écosystème Garmin Connect. Donc chez toutes les marques, il y a une interface web qui est couplée à une application mobile, sauf chez Coros où là il n'y a qu'une application mobile et puis il n'y a pas d'interface web pour accéder à ces données. Donc, comme pour la montre, on a tous une attente un petit peu différente en termes de fonctionnalité par rapport à cette plateforme logicielle, mais de base, la plateforme, on demande déjà qu'elle puisse fournir une synchronisation de la montre aujourd'hui pour décharger les données d'entraînement et puis les stocker dans le cloud, et puis pouvoir en faire une analyse. Après, c'est le niveau de détail de l'analyse et puis les fonctionnalités annexes qui vont vraiment faire la différence dans le choix de sa plateforme par rapport à ce dont on a besoin, notamment au niveau de l'analyse des activités. Je pense que tout le monde arrive maintenant à peu près au même niveau sur une séance sportive. Quelles données je vais pouvoir ressortir de ma plateforme? Eh bien, toutes les marques et toutes les plateformes ont à peu près le même niveau fonctionnel à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment sur les fonctions annexes qu'on va faire une différence au niveau de ces plateformes. Et dans les fonctions annexes, à mon sens, il y a vraiment deux grandes catégories. Il y a la première qui est la planification et le suivi de son entraînement, c'est-à-dire que c'est la partie où on va pouvoir soit connecter un plan d'entraînement, pouvoir créer ses propres séances d'entraînement, pouvoir créer des parcours qu'on va suivre, et puis envoyer tout ça sur sa montre. Et puis la deuxième partie, c'est tout ce qui concerne le suivi d'activité dans le sens mesure physiologique, c'est-à-dire suivre les progrès qu'on accomplit, de pouvoir nous accompagner en termes de charge d'entraînement, d'analyse un petit peu du volume et de la qualité de l'entraînement qu'on réalise, tous ces algorithmes qui maintenant reviennent de plus en plus dans les plateformes. Donc si on reprend ces plateformes comme Garmin Connect pour commencer, eh bien Garmin Connect est très complet au niveau de l'analyse de toutes les données, plus de la planification de son entraînement. Garmin Connect, on peut créer son plan d'entraînement ou créer chacune de ses séances de sport individuellement dans la plateforme sans problème. Tout au sein de Garmin. On peut créer ses parcours pour les suivre ensuite en course à pied, en cyclisme ou sur d'autres activités. On a un panel de fonctionnalités de suivi de mesures physiologiques qui est fourni par les algorithmes de Firstbeat qui ont été rachetés par Garmin il y a un peu plus d'une année et qui fournissent vraiment un suivi très très intéressant de la charge d'entraînement, de la qualité d'entraînement au travers de widgets sur la montre et puis au travers de l'application mobile. Donc au niveau de Garmin Connect, par rapport à toutes ces mesures d'analyse et toutes ces informations, on est relativement complet. Par contre, c'est quand même relativement compliqué à prendre en main. Garmin Connect, c'est vrai que c'est une application un peu tentaculaire, autant sur le web que sur la partie mobile, même si Garmin tente maintenant régulièrement d'apporter des modifications qui simplifient un petit peu la prise en main de cette plateforme, ça reste quand même un petit peu nébuleux pour une personne qui débarque dans cet environnement-là. La prise en main est quand même relativement complexe avant de savoir exactement où est-ce qu'on trouve quoi et puis quelles données nous permet d'analyser quelle partie de l'entraînement sur cette plateforme Garmin Connect. Mais une fois qu'elle est prise en main, voilà, elle est probablement l'une des plus complètes du marché si on prend en comparatif toutes les plateformes qui sont fournies avec des montres.
Ensuite, on a Polar Flow que Polar a designé depuis la sortie de la V800 qui est arrivée maintenant à un niveau de maturité assez intéressant. Polar Flow est plus simple à prendre en main que Garmin Connect, fournit des informations sur chacune des séances, qui a un niveau fonctionnel un petit peu plus limité que Garmin Connect en termes de planification, notamment des itinéraires. Par contre, on peut planifier ces séances d'entraînement par intervalle dans Polar Flow, et puis qui fournit une analyse de données d'une part pour une séance et puis aussi pour le suivi de l'entraînement avec les fonctionnalités liées aux montres, notamment Vantage, et la Gritix également avec la charge d'entraînement et puis le suivi de la récupération. Donc tout ça, c'est également intégré à Polar Flow. Polar Flow, c'est moins complet que Garmin Connect, on trouve moins de choses, les choses sont plus faciles d'accès parce que l'interface est plus accessible, elle est plus simple à utiliser, et à mon avis, la présentation de Polar Flow, alors au niveau de l'ergonomie, on peut toujours discuter de laquelle est meilleure, laquelle est moins bonne, mais je pense que le compromis entre complexité et données fournies est relativement bon chez Polar. Leur application, elle est assez équilibrée entre la simplicité versus la complexité, et puis la quantité de données qu'on peut analyser sur cette plateforme. Ça fait maintenant presque une année que Suunto a complètement abandonné la plateforme historique qui s'appelle MovesCount et puis qui a entièrement migré sur la Suunto App. Donc chez Suunto, on a une app qui est relativement jeune, qui n'est pas forcément encore 100% aboutie, mais sur laquelle Suunto a bien travaillé au cours des derniers mois et puis qui arrive progressivement à niveau. Donc au niveau de l'analyse d'une activité sportive, on est à peu près au même niveau fonctionnel que d'autres apps telles que celles de Garmin, de Polar ou de Coros. Par contre, au niveau du suivi de ces mesures physiologiques, c'est pas forcément le trend que suit prioritairement Suunto, même si on commence à voir des métriques arriver. C'est pas forcément là-dedans qui a le plus d'intégration, mais surtout, à mon sens, qui manque par rapport à d'autres plateformes qui s'intègrent parfaitement avec Strava, avec Training Peaks, c'est quand même que Suunto traîne un petit peu dans l'intégration de ces plateformes tierces, dont on va parler juste après, parce que aujourd'hui, on n'a plus forcément envie d'être dépendant d'une plateforme liée à une marque, et Suunto est probablement celle qui permet le moins de s'intégrer à une plateforme tierce, qui nous permet de nous affranchir partiellement ou totalement de la plateforme fabricant d'une montre. Donc à mon avis, Suunto a encore du travail à faire au niveau de son app, et puis j'aurais un tout petit peu plus de peine à recommander une montre de chez Suunto à cause de leur app actuellement encore, qui est encore un petit peu limité en termes de fonctionnalité. Et puis la dernière dont on va parler dans cet épisode, c'est l'app de Coros, qui est uniquement donc disponible sous forme d'application sur smartphone. Il n'y a pas d'interface web, alors que les autres dont on a parlé précédemment ont toutes la double possibilité d'accès, c'est-à-dire soit par l'app, soit par une interface web sur un ordinateur. Et donc forcément, ça apporte une petite limitation déjà à la base sur l'app de Coros pour ceux qui aiment utiliser un grand écran pour analyser les données, les parcours GPS, etc. Mais en dehors de ça, l'application de Coros, elle est super simple à prendre en main, elle est assez intuitive au niveau de l'analyse des séances, et puis elle permet quand même d'importer des parcours. Alors elle ne permet pas de générer soi-même son parcours dans l'app de Coros, mais elle permet d'importer ses parcours GPX, de les envoyer sur sa montre, de créer ses plans d'entraînement ou ses entraînements de manière individuelle, ses entraînements par intervalle, et les envoyer sur la montre. Et puis elle s'intègre de mieux en mieux aux plateformes tierces. Pour les personnes qui utilisent par exemple Training Peaks et qui ont un plan d'entraînement dans Training Peaks, eh bien on peut coupler l'application de Training Peaks à celle de Coros, récupérer ces séances d'entraînement qu'on a sur Training Peaks et les suivre automatiquement sur sa montre Coros. Donc ça fonctionne aussi par exemple chez Garmin, et c'est ce type d'intégration qu'on aimerait voir plus abouti sur par exemple la Suunto App dont je parlais tout à l'heure. Et puis pour terminer avec l'application Coros, je parlais de mesures physiologiques et puis de suivi d'entraînement. Ça fait un peu moins d'une année
que Coros a annoncé l'arrivée d'Evolab, et puis cette nouvelle solution logicielle qui permet de suivre en fait sa charge d'entraînement, son volume d'entraînement et puis la qualité de son entraînement est complètement intégrée à l'app de Coros. Et donc maintenant, on a une solution qui ressemble un petit peu à celle de Garmin, que je trouve un tout petit peu mieux intégrée dans l'app Coros parce qu'on a tout sur le même onglet et au même endroit, alors que chez Garmin, suivant quelles informations on veut chercher, on n'est pas forcément tout le temps au même endroit. Et tout ça, c'est intégré maintenant à l'application de Coros. Et ces algorithmes semblent plus ou moins pertinents en fonction de l'entraînement qu'on suit, mais je les trouve relativement intéressants à observer. Maintenant que je suis en phase finale de mon entraînement Ironman, je trouve que les données qui sont fournies eh bien, sont en tout cas aussi intéressantes que celles qui sont fournies par les algorithmes de Garmin. Alors c'est jamais du 100% avec des algorithmes de suivi d'entraînement, mais ça donne quand même des pistes intéressantes chez Coros pour quantifier sa charge d'entraînement et puis son niveau de fatigue. Donc voilà, des progrès qui sont faits très régulièrement. On en a parlé avant sur les montres Coros, mais dans l'application aussi, ça évolue. Et puis pour terminer cette partie logicielle, et ça on l'a dit, on l'a redit, on a invité les créateurs de la plateforme Nolio, on a parlé de Training Peaks dans le podcast. C'est vrai que c'est important d'exporter ces données ailleurs que dans l'application de base qu'on a avec sa montre, si on veut garder la liberté de pouvoir changer de marque et changer de crèmerie à l'avenir, parce que comme je le disais en début d'épisode, si on accumule tout dans une seule plateforme, eh bien il arrive un moment où on se retrouve un petit peu pieds et poings liés dans cette plateforme-là, sans possibilité de sortir. En tout cas, vu que moi je teste des montres de marques différentes quasiment chaque semaine, eh bien j'ai une plateforme tierce de référence. Alors peu importe que ce soit Training Peaks, que ce soit Nolio ou que ce soit éventuellement même Strava, mais j'exporte mes données de toutes les plateformes de montres que je teste sur mes comptes Training Peaks et Nolio. Et puis comme ça me fait une plateforme de référence sur laquelle j'ai tout mon historique sportif, sur laquelle je peux également suivre à l'aide de leurs algorithmes ma charge d'entraînement, etc., sans être lié à la marque de ma montre et puis à sa plateforme, et donc ainsi de pouvoir à l'avenir eh bien, changer, un jour pour un entraînement porter une Garmin, le lendemain porter une Suunto, et puis le surlendemain une Coros, et puis avoir un suivi d'entraînement qui reste pertinent, qui reste tout à fait d'actualité, même si j'ai pas utilisé la même montre tous les jours. Après, bien évidemment que sur ma montre Suunto, mon suivi d'entraînement ne sera pas correct, ce sera pareil sur ma Garmin et sur ma Coros, mais dans une plateforme, en l'occurrence chez moi c'est Training Peaks principalement, et puis maintenant de plus en plus je fais le double du travail dans Nolio, eh bien je peux suivre la charge d'entraînement et puis la progression de mon volume d'entraînement dans ces plateformes tierces sans avoir à me fier à une plateforme d'une montre. Et ça, je pense que c'est vraiment un réflexe qu'il faut avoir. On peut créer un compte Training Peaks gratuit, le compte Nolio de base est gratuit, et puis lier le compte Training Peaks ou Nolio à son application liée à sa montre, eh bien ça prend que quelques secondes, et puis ensuite eh bien on sait que ces données elles sont sauvegardées à l'extérieur de la plateforme de sa montre. On en arrive donc à la troisième partie de cet épisode. Elle concerne toutes les questions qui sont liées à la cartographie sur les montres. C'est vrai que depuis l'arrivée de la Fenix 5 et puis ensuite la Fenix 5 Plus qui a généralisé la cartographie sur les montres, et puis maintenant il y a la Fenix 6, il y a d'autres marques qui s'y sont mises, puisque Suunto avec la Suunto 7, donc une montre sous Wear OS, eh bien, a proposé de la cartographie dans l'application Suunto, et puis ensuite on a eu de la cartographie qui a été annoncée sur la Coros Vertix 2, donc c'est quelque chose qui devient de plus en plus une fonction vraiment généralisée sur les montres outdoor plutôt haut de gamme des différentes marques. Il n'y a guère plus que Polar qui ne le propose pas sur un de ses modèles récents. La M600 proposait de la cartographie mais au travers d'applications tierces, et puis on ne peut pas dire que ce soit une montre qui soit très très récente, mais pour les autres marques, eh bien, il y a une montre dans le catalogue au moins qui permet de faire de la cartographie, et notamment Coros grâce à la Vertix 2, donc qui vient de sortir, eh bien, intègre cette fonctionnalité avec du fond de carte, et notamment du fond de carte topo. Donc il y a plusieurs questions qui sont venues par rapport à cette cartographie. Alors la première, elle est vraiment basique, c'est est-ce que c'est utile? Alors quelle est l'utilité de la cartographie dans sa montre? Il y a vraiment deux types d'intérêts principaux d'avoir de la cartographie dans une montre.
La première, c'est pour faire du suivi d'itinéraire avec du fond de carte. Donc c'est plus facile quand on voit une ligne à suivre avec le dessin des chemins, des rues, etc. autour de soi pour être sûr qu'on prend la bonne bifurcation, qu'on prend le bon embranchement, qu'on est sur le bon chemin. Donc ça c'est vraiment la première chose, c'est qu'on planifie quand même son itinéraire à l'avance et qu'on le met dans sa montre. Et puis ensuite pour faire le suivi de son itinéraire, on n'a pas seulement une petite ligne à suivre, mais on a également le fond de carte qui nous indique l'environnement dans lequel on se trouve et puis qui permet de mieux nous situer. Et je pense que ça, c'est vraiment 80% de l'utilisation de la cartographie sur une montre et c'est une fonctionnalité qui est intégrée à toutes les montres dont j'ai parlé. Donc la Suunto 7, les Garmin qui sont équipés de cartographie et puis la Coros Vertix 2 permettent toutes du suivi d'itinéraire avec du fond de carte quand elles sont équipées de cartographie. Donc à mon sens, ça c'est vraiment la fonctionnalité qui est la plus basique, entre guillemets, avec de la carto, mais la plus utile. Et puis la deuxième utilité d'avoir de la cartographie sur sa montre, et ça pour l'instant c'est encore réservé exclusivement aux montres Garmin qui intègrent de la carto, c'est de faire de la cartographie routable directement sur la montre, à savoir que je peux sur ma montre maintenant dire je me trouve à tel endroit, j'ai envie d'aller à tel endroit, crée-moi un itinéraire directement sur la carte et puis je pourrais le suivre. La carte, évidemment, qui est adaptée à la pratique sportive qu'on est en train de réaliser, que ce soit de la randonnée, du trail, du cyclisme ou autre. Et on lui demande de générer un parcours vers un point d'intérêt, vers des coordonnées ou vers un point GPS qu'on aura enregistré préalablement. Et puis là, la cartographie de la montre est non seulement utilisée pour afficher le fond de carte, mais également pour calculer un itinéraire optimal. Donc ça, encore aujourd'hui, c'est disponible uniquement sur les montres Garmin. Donc à savoir si c'est quelque chose que l'on utilise. En tout cas, personnellement, je sais que c'est des fonctionnalités que j'utilise très rarement. Moi, la cartographie, je l'utilise essentiellement, presque même exclusivement pour du fond de carte lorsque je fais de la navigation. Mais ça a un réel intérêt. Parce que combien de fois en suivi de traces sans fond de carte, eh bien, j'ai cru que je suivais le bon itinéraire, mais j'étais pas sur le bon chemin. Je dois rebrousser chemin pour reprendre un autre embranchement sur la route. Et puis, voilà, ça arrive quand même assez fréquemment lorsqu'on fait du suivi d'itinéraire. Et le fond de carte améliore quand même drastiquement les choses par rapport à ça. Mais voilà, si vous faites ni de suivi d'itinéraire sur la montre, et que vous ne faites pas non plus de planification d'itinéraire à un moment ou un autre de vos activités sportives, dans ce cas, effectivement, est-ce que la cartographie est réellement utile sur une montre ? La question peut réellement se poser. À mon sens, c'est pas forcément utile pour tout le monde. Surtout que la cartographie sur une montre, en général, c'est disponible que sur des montres qui sont haut de gamme et donc qui sont à des prix assez élevés. Donc choisir une montre avec cartographie, eh bien ça implique quand même de choisir une montre avec un budget élevé. Et vu que tout le monde n'en a pas forcément besoin, eh bien ce sera pas forcément utile pour tout le monde. Et une petite chose intéressante, c'est quand même que Coros a annoncé qu'elle allait rétrospectivement mettre à jour le firmware de l'Apex Pro et puis de la Vertix de première génération pour y intégrer de la cartographie. Et donc du coup, ça fera des montres qui seront à un budget rapport qualité-prix intéressant pour avoir du fond de carte. Donc c'est pas de la carte routable, mais on pourra l'avoir en fond de carte lorsqu'on fait du suivi d'itinéraire. Ça peut apporter quelque chose d'intéressant. Alors déjà pour les propriétaires de ces montres actuellement qui pourront mettre à jour gratuitement pour avoir cette fonctionnalité, mais aussi pourquoi pas de trouver ces montres qui commencent à avoir maintenant 1 année et demie, eh bien, à des prix intéressants et puis de savoir qu'elles vont être mises à jour pour intégrer de la carto. Et puis ensuite, on arrive à la partie 4 de cet épisode sur l'autonomie principalement des montres et le choix de montres pour de l'ultra ou du triathlon sur longue distance ou en tout cas des épreuves de longue durée. Et de savoir un petit peu maintenant qu'est-ce qu'il faut choisir comme montre pour faire du long. Donc on a par exemple la question de Bastien ou d'autres questions par rapport à de l'ultra trail ou du triathlon de longue distance. Aujourd'hui, on a des autonomies de montres qui oscillent entre 8 heures et 140 heures en mode GPS sur le marché. Donc on trouve vraiment des autonomies qui sont sur un
très large panel. Et puis évidemment que encore une fois, eh bien, par rapport au budget qu'on va mettre dans sa montre, on aura une montre qui sera plus ou moins endurante. Donc la question que je peux recommander de se poser au moment où on choisit sa montre, c'est quelle est la durée d'effort maximale qu'on prévoit de faire en une seule activité pour laquelle on aimerait de l'autonomie de la montre. On va rajouter une petite marge de sécurité là-dessus. D'une part par rapport à certaines courses qu'on pourrait faire qui dureraient un petit peu plus longtemps, et puis par rapport au vieillissement de la batterie de la montre qui vont nous faire perdre quelques pourcents de batterie chaque année à l'utilisation, et puis tout ça va nous donner une idée de l'autonomie dont on a réellement besoin pour enregistrer ces activités sportives. Après, il existe la possibilité de prendre des montres qui ont une autonomie un petit peu plus faible et puis de mettre cette montre en mode économie d'énergie, c'est-à-dire qu'on va diminuer la capacité d'enregistrer des points GPS fréquemment, donc on a une trace moins précise mais qui va durer plus longtemps. Et puis là, les marques rivalisent d'autonomie ultra longue dans des modes éco. On va en général presque jusqu'à 300 heures maintenant sur certains modèles, notamment la Garmin Enduro ou la Vertix 2, qui permettent de pousser à un nombre invraisemblable d'heures d'utilisation en mode GPS Ultra Track ou Ultra Max. Mais la trace GPS est dégradée dans ce mode-là. Donc, personnellement, pour un Ironman, même une Coros Pace 2 fait largement l'affaire. On fait un Ironman entre 12 et 16 heures pour un coureur moyen, et puis cette autonomie-là, elle est largement assurée par une Coros Pace 2 à moins de 200 €. Donc c'est une montre de triathlon qui permet d'aller sur un Ironman sans se faire de soucis, puisqu'elle offre jusqu'à 30 heures de GPS. Donc il n'y a pas besoin de non plus débourser des montants phénoménaux pour ce genre d'épreuve. Par contre, si vous faites de l'ultra trail sur des 160 km dans des parcours de montagne, et puis qu'il vous faut plus de 24 heures pour terminer la course, évidemment que l'autonomie de 30 heures de la PS2 dans des conditions peut-être météo un petit peu compliquées, ça va être un petit peu limite, mais il n'y a pas besoin non plus d'une montre avec une endurance phénoménale de 140 heures de GPS pour couvrir ce genre d'event. Donc souvent on nous vend des autonomies que seulement une fraction, quelques pourcents des utilisateurs vont vraiment aller chercher dans les courses. Donc, faites vraiment l'inventaire de l'autonomie dont vous avez réellement besoin avant de choisir un modèle. Et puis, vous verrez que peut-être vous n'avez pas forcément besoin de la Garmin Enduro ou de la Vertix 2 pour aller aussi loin. Et puis enfin, on a la dernière question qui consiste à savoir, alors les questions que vous posez tous, c'est à quand la Fenix 7 ? Quelle est la date de sortie de la Fenix 7 ? Est-ce qu'il faut attendre la Fenix 7 ? Est-ce que je dois changer pour la Vertix 2 ? Est-ce que je dois changer pour la Suunto 9 Peak ? C'est tout des questions par rapport à l'évolution de ces modèles. On sait que les marques ont un rythme de sortie plus ou moins régulier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le Covid, ça a un petit peu changé la donne, mais en règle générale, Garmin sortait un nouveau modèle de Fenix chaque année, avec une évolution logicielle en cours d'année pour préparer le modèle suivant. Et donc, on peut se poser la question, quand un modèle a 6-8 mois, est-ce que c'est pertinent de le changer maintenant ? Est-ce que le prix a suffisamment baissé par rapport au prix au moment de la sortie pour que ça soit intéressant, ou est-ce que j'attends quelques mois pour la sortie d'un modèle, sachant qu'on ne sait jamais exactement quand le nouveau modèle va sortir. Donc là, il y a vraiment deux aspects complètement différents à prendre en compte. Le premier, c'est de savoir les fonctionnalités dont on a réellement besoin. Est-ce que c'est couvert par le modèle qu'on a sous les yeux et qui est disponible ? Et puis, si je l'achète, est-ce qu'il va couvrir mes attentes en termes de mesures sportives ? Et puis, le deuxième côté, c'est est-ce que je résiste à la frustration de savoir qu'un nouveau modèle sort 3 mois après que j'ai acheté le mien. Si, quand j'ai acheté ma Fenix 6 actuellement, par exemple, ça couvre 100% de mes attentes en termes de mesures sportives. Maintenant, il y a une Fenix 7 qui sort, par exemple, avec une mesure d'électrocardiogramme. Et est-ce que je vais regretter à fond de ne pas l'avoir ? Si la réponse c'est oui, attendez la sortie du prochain modèle, parce qu'actuellement la Fenix 6, ça fait plus d'1 année et demie qu'elle est sortie. On sait qu'elle va être remplacée dans les 6-8 mois à venir par Garmin. Donc, a priori, là, ça vaut la peine. Par contre, si vous vous dites maintenant ce que je veux absolument, c'est de la cartographie, avoir la possibilité d'avoir une autonomie un petit peu prolongée avec un modèle Solar, vous choisissez la Fenix 6 Pro Solar, et puis vous avez toutes ces fonctionnalités-là,
Si les nouveautés de la Fenix 7, vous vous dites je n'ai pas besoin, je ne les utiliserai de toute façon pas pendant ma pratique sportive, eh bien pourquoi ne pas profiter d'une promo sur la Fenix 6 actuellement, parce qu'elle commence à être en promo ici et là. Voilà, elle a bénéficié d'une montre qui est encore une montre très haut de gamme à un prix plus intéressant. Donc il y a ces deux rapports à les fonctionnalités que je vais utiliser, que je sais dont j'ai besoin, et puis ce petit côté frustration du nouveau modèle. Est-ce que j'accepte qu'un nouveau modèle sorte avec plus de fonctionnalités, mais à la limite je m'en fiche parce que moi la mienne me convient, ou alors est-ce que je préfère attendre le prochain modèle parce que sinon j'aurais une frustration par rapport à ces nouveautés. Donc voilà, au travers de ces 5 points de cet épisode, j'espère avoir répondu à la plupart des questions. Vous avez été nombreux à laisser un commentaire ou une question sur la story Instagram sur laquelle je vous interrogeais par rapport à vos attentes et vos questions quand vous devez choisir une nouvelle montre. J'espère que cet épisode aura répondu à la plupart de ces questions, en tout cas donné des pistes de réflexion pour le choix éventuel de votre prochaine montre de sport. Maintenant, je ne peux pas vous dire quand les prochains modèles vont sortir. Coros vient de sortir un nouveau modèle haut de gamme, Coros Vertix 2. Donc là, il n'y aura pas forcément de grosses nouveautés dans le haut de gamme chez Coros prochainement. Chez Garmin, on attend la Fenix 7, mais je ne sais pas plus que vous quand est-ce qu'elle va montrer le bout de son nez. Et puis chez Polar non plus, depuis la sortie de la Vantage 2 et puis le renouvellement de quasiment toute la gamme, je pense pas qu'il va y avoir de grosses nouveautés avant la deuxième moitié de 2022 chez Polar. Chez Suunto, on a aussi vu la Suunto 9 Peak sortir récemment, donc là non plus probablement pas de gros nouveaux modèles à attendre, en tout cas sur le moyen et haut de gamme avant le printemps prochain. Donc actuellement, si vous avez vraiment besoin d'une montre pour cet automne, eh bien je pense pas qu'on aura une sortie de montre qui va être fracassante d'ici là. Peut-être que chez Garmin il y aura de la nouveauté. Il y a eu la 945 LTE qui a été annoncée cet été. Moi j'attends peut-être plus la Fenix 7 pour le printemps 2022 que pour cet automne, mais on sait que Garmin aime bien sortir des nouveaux modèles juste avant les fêtes de fin d'année parce que c'est une période assez propice pour vendre beaucoup d'exemplaires. Donc il reste encore une petite chance que Garmin propose quelque chose d'ici là, mais peut-être pas que ce sera la Fenix 7, ce sera peut-être des modèles d'autres gammes de Garmin. Donc voilà, j'en sais pas beaucoup plus que vous en fait par rapport à la sortie de ces modèles. En tout cas, j'espère que cet épisode aura répondu à la plupart de vos questions quand il s'agit de choisir une montre. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit commentaire sur les plateformes de diffusion et notamment Apple Podcast pour juger de cet épisode et de tous les autres qu'on a diffusés avec Hermano. Et puis moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode où j'espère que je ne serai pas à nouveau seul. Et d'ici là, profitez de faire du sport et puis entraînez-vous bien. Je vous retrouve dans 2 semaines avec Hermano et probablement un invité. À bientôt.